Je suis garde forestier dans un parc national depuis presque 2 décennies. Et les protocoles ont beaucoup changé pendant ce temps. J'écris ceci pour essayer de garder les gens en sécurité la prochaine fois que vous irez dans la nature. Laissez-moi vous parler du dernier parc dans lequel j'ai travaillé. Je ne peux pas être trop précis sur l'emplacement pour des raisons professionnelles. Nous avions des groupes de campement que nous faisions tourner chaque année. L'idée était d'éviter qu'un groupe ne soit trop utilisé et ne s'use, permettant à la nature de se régénérer un peu. L'hiver venait de passer et notre grande saison d'été était dans quelques mois. J'étais envoyé vérifier l'état des campements pour décider lesquels devaient se reposer et lesquels pourraient être ouverts. L'hiver ici est froid, et peu de gens campent durant cette période, à part les masochistes endurcis et les troupes de scouts dirigées par des gens qui pensent être des masochistes endurcis. Je ne m'attendais pas à trouver grand-chose d'inhabituel. Le premier site était dégagé et prêt à être utilisé. En marchant vers le prochain site, je remarque ce qui semble être des débris et des ordures un peu plus loin dans la vallée de la rivière. On aurait dit que des imbéciles avaient installé un camp non autorisé là-bas. En général, quand cela arrive, ils laissent des détritus et des feux qui fument encore. Cela allait être pénible à nettoyer. En m'approchant, je vois les traces révélatrices d'une fête qui avait dû être monstrueuse. Des déchets éparpillés partout, des tentes en lambeaux encore dressées, et du sang. Je me suis arrêté et le temps s'est arrêté avec moi. Des flaques de sang étaient répandues sur le sol, à côté des signes indiquant que quelque chose de lourd avait été traîné dans les buissons. J'ai pris ma radio à ma ceinture et me suis arrêté. Ensuite, j'ai sorti mon Glock 22 de son étui et j'ai armé une balle. Je suis un agent assermenté, mais je n'avais pas eu à utiliser mon arme depuis longtemps. J'ai rapidement regardé autour de moi à la recherche de tout mouvement, puis j'ai appelé des renforts par radio. En attendant, j'écoutais. Le silence. Le silence dans la nature n'est jamais bon. Les proies se taisent quand elles sentent un prédateur. J'espérais que tous les oiseaux étaient silencieux à cause de moi. Mes sens étaient à l'affût, cherchant quelqu'un ou quelque chose. Une glacière en plastique déchiquetée, une tente qui avait été annihilée, plus de sang éclaboussant les parois et l'intérieur. Des gens étaient morts ici. Je le savais. On ne perd pas autant de sang pour ensuite marcher tranquillement. Mais il n'y avait personne. Des lambeaux de vêtements et un peu de chair attirant toutes les mouches, mais aucune trace des corps. J'ai déjà vu des ours fouiller les campements et détruire tout ce qui semblait comestible. Il y a aussi des sangliers ici, qui coupent des chemins à travers les buissons denses et sont même plus dangereux que les ours. Mais ce n'était ni l'un ni l'autre. La dévastation était trop importante. Une calamité divine était passée par là et avait tout déchiré. Enfin, les renforts sont arrivés et on m'a demandé de faire un rapport au QG. Ils avaient eux-mêmes amené des secouristes, mais je ne savais pas pourquoi. Il n'y avait personne à sauver. Un des nouvelles recrues vomit en voyant la scène. J'étais bien content de partir de là. En arrivant au QG, il y avait une ambiance électrique. Seulement 4 personnes travaillaient là, mais les appels fusaient, les imprimantes tournaient, et l'air semblait chargé. Le responsable m'a vu et m'a fait signe de venir dans son bureau. Il était pâle, livide, les yeux injectés de sang. Je me suis assis à son bureau, et il est allé verrouiller la porte. Je ne l'avais jamais vu verrouiller cette porte. Il m'a demandé ce que j'avais vu. Je lui ai tout raconté sans interruption. Il est devenu encore plus pâle et ses mains se sont mises à trembler légèrement. Il y a eu un très long silence, et je m'attendais à plus de questions, mais il n'en a posé aucune. Je suis parti, puis j'ai entendu la porte se verrouiller derrière moi. Quelques minutes plus tard, j'ai entendu son appel à quelqu'un et une longue conversation s'en est suivie. Je ne l'ai jamais revu. Le mot est descendu des plus hautes instances. Nous avons un nouveau responsable, un expert dans ce qu'il appelle les crises. Sa première décision, un incendie contrôlé pour brûler le campement non autorisé et les sites les plus proches. Je ne discute pas. Je regarde la fumée monter au loin et je prie pour que tout s'arrête là. De nouveaux ordres arrivent. Relocaliser les campements existants plus près du QG. Avant de faire cela, nous avons installé quelques caméras pour nous assurer que les nouveaux emplacements ne se trouvent pas au milieu d'une zone de nidification.
Nous avons aussi installé des caméras pointées vers les sentiers empruntés par les sangliers pour plus de sécurité. Quelques jours passent et nous allons récupérer les enregistrements. Le responsable prend tout et commence à les étudier dans son bureau. Quelques heures plus tard, il perd les pédales. Il se met à hurler et à crier, passe des appels furieux enchaînant les obscénités. Il passe le reste de la journée et de la nuit dans son bureau, appelant des spécialistes et des planificateurs. Le lendemain matin, je me rends à une réunion. Le responsable a l'air de ne pas avoir dormi. D'immenses changements se préparent. Il nous explique nos nouveaux plans, incluant l'installation de lampadaires très puissants tout autour du parc, ainsi que des projecteurs autour de la station des Rangers. Les campements doivent être déplacés encore plus près et, si possible, dans des zones avec une ligne de vue dégagée depuis les lumières. Je m'interpose en lui disant que cela va à l'encontre de l'idée du camping, si les gens doivent simplement marcher dans l'herbe et s'installer si près qu'ils peuvent voir le parking. Il me dit de me taire, que ce n'est que le début. Le parc ferme maintenant, dès le coucher du soleil, strictement. De plus, nous sommes désormais obligés d'avoir une arme longue sur nous en permanence. Il n'est pas rare que les gardes portent un AR-15 ou un fusil à pompe Remington 870 lorsqu'ils vont dans les profondeurs des bois. Il y a des animaux sauvages et enragés là-bas. Mais la vraie menace, ce sont les cultivateurs de marijuana en grande quantité. Ce ne sont pas vos voisins tranquilles qui cachent quelques plantes derrière leurs tomates. Ils vont du grand producteur à des fous anti-gouvernementaux qui n'aiment pas les autorités. Ces groupes ont quelques points communs. Ils sont souvent bien armés, ils n'aiment pas les hommes de loi, et ils n'hésitent pas à tirer sur un garde qui tomberait sur leur plantation. N'oubliez pas que même Elliot Ness, le célèbre agent qui a combattu Al Capone, a été découragé de s'en prendre aux contrebandiers des Appalaches à cause de leurs tirs incessants. Ils tirent pour tuer. Ce sont les raisons pour lesquelles nous avons ces grosses armes, pas pour les patrouilles de routine. J'ai tiré la courte paille et je dois assurer le service de nuit. Le responsable me dit que d'autres changements de protocole seront listés à mon retour. Les services de nuit étaient autrefois faciles. Surveiller les radios, interrompre les fêtes si nécessaire, vérifier s'il y avait des braconniers dans les environs et s'assurer que la forêt ne prenait pas feu. Je pointe, et selon les instructions, je me rends à l'armurerie. Les choses ont bien changé. Nos fusils à pompe ont de nouveaux canons rayés pour qu'ils puissent utiliser les balles à slug pleines que nous avons reçues. C'est le genre de puissance de feu que l'on veut pour abattre un ours en charge. Dieu nous en garde. Les AR-15 ont également été modifiés. Les chargeurs de 15 balles ont été remplacés par des chargeurs de 30 balles. Quelqu'un nous a même glissé des munitions à tête creuse. Ça n'a aucun sens. Dans les bois, il faut des munitions à blindage complet pour que les balles ne partent pas dans tous les sens en touchant une brindille. Les balles à tête creuse existent juste pour faire plus de dégâts sur les tissus. C'est ridicule, c'est exagéré. Ce n'est pas une zone de guerre. Nous n'avons pas besoin de toute cette puissance de feu. À côté de la radio, il y a de nouvelles instructions. Nous ne sommes plus autorisés à répondre directement aux appels d'urgence. Nous pouvons répondre, découvrir ce qui se passe, puis nous devons signaler l'incident à un nouveau numéro que je ne connais pas. Le temps passe lentement cette nuit-là. Je ne suis même pas autorisé à quitter le bâtiment avant le lever du soleil. Quelques nuits se passent sans incident. Les nouveaux projecteurs et lampadaires me brûlent les yeux, tellement c'est lumineux dehors. Un homme aveugle pourrait y voir. Une semaine plus tard, un groupe de jeunes arrive sous les lumières. Ils prennent leur sac à dos et commencent à monter la colline. Je sais ce qu'ils préparent. Personne n'a réservé le campement cette nuit-là. Des jeunes qui vont faire une soirée. J'attends que le soleil se couche pour confirmer qu'ils ne sont pas simplement en randonnée. Je contacte mon responsable pour lui signaler. Il m'ordonne d'appeler le nouveau numéro. Je les contacte donc. Une voix froide répond au téléphone. Il me demande le parc où je travaille, puis fait une pause. Il me demande le problème. Je lui dis qu'un groupe de jeunes est sur un site non autorisé et que je vais aller les disperser. Je peux voir leur feu de camp au sommet de la colline en ce moment même. Non, ne quittez pas le bâtiment. N'essayez pas de communiquer. C'est tout. Signalez toute évolution. Juste après l'aube, le responsable arrive, très tôt. Vous les avez vus? Ils sont partis? Non, la voiture est toujours là.
Ils doivent encore dormir, probablement tous avec la gueule de bois. Il se met à jurer sans arrêt, puis entre pour passer un appel. Je reste dehors, regardant la colline, quand il ressort de la station, un AR-15 à la main, un autre en bandoulière, un Glock à la hanche. Il marche droit vers sa voiture. J'essaie de lui demander ce qu'il compte faire, mais il ne m'écoute pas. Il prend un jerrycan d'essence dans sa voiture et commence à marcher vers la colline. Je crie après lui, mais pas de réponse. Je songe à le suivre, mais ça ne me semble pas être une bonne idée. Je rentre à l'intérieur et appelle le numéro. La même voix froide me répond avec les mêmes questions directes. « Oui ?» Le responsable est monté au campement, armé jusqu'aux dents et portant un jerrycan d'essence. Qu'est-ce que je fais? Restez sur place, n'interférez pas, renfort en route, signalez toute évolution. À ce moment-là, je commence à voir de la fumée monter de la colline. 2 camionnettes arrivent à toute vitesse dans le parking. Une dizaine d'hommes, lourdement armés et équipés, en descendent rapidement. Je sors pour voir ce qu'il se passe. « Hé, qui êtes-vous? Qu'est-ce qui se passe ?» Les hommes se positionnent avec une précision militaire impeccable. Un d'entre eux, le commandant, je suppose, sort du véhicule en dernier. « Dans quelle direction est-il allé ?»« Il est là-bas », dis-je en pointant la fumée qui monte. Les hommes se dispersent et commencent à monter la colline au pas de course. J'entends des fusils s'armer alors qu'ils s'éloignent. J'essaye de leur crier dessus, mais aucune réponse. Je regarde les camionnettes, grandes, anonymes, avec l'inscription « Équipe d'intervention d'urgence » sur le côté. Une demi-heure plus tard, ils reviennent, traînant le responsable avec eux. Il est attaché avec des colliers de serrage. Il hurle. « J'ai fait ce qu'il fallait. Faites-moi confiance, c'est pire qu'il ne le pensait. Nous ne pouvons pas arrêter ça. Brûlez tout. » Ils le jettent à l'arrière d'une camionnette et le sédatent. Le commandant s'approche de moi, et les poils de ma nuque se dressent, glacés par la peur. J'ai besoin de voir le bureau. Tous les ordinateurs et tout appareil avec un disque dur viennent avec moi. Vous avez mentionné des cassettes vidéo. J'ai besoin de celles-là aussi. Je déverrouille les portes, et ils fouillent partout. Tout est emporté. Les rapports imprimés des dernières années disparaissent dans ces camionnettes. Les cassettes vidéo sont placées dans un sac, tenu par le commandant lui-même. Il jette un coup d'œil à notre cage à fusil. « Sympa, vous êtes dépassé. » Il ricane. Enfin, il trouve tout ce qu'il cherchait. Le commandant me dit « Appelez le numéro. Dites-leur que c'est contenu. Vous avez besoin d'un nouveau responsable. Ne parlez de ça à personne. » Ils partent, et comme par enchantement, les pompiers et quelques journalistes arrivent. L'incendie est maîtrisé. Les rapports des médias disent que les rumeurs sur les campeurs disparus sont infondées pour l'instant. Mais les rumeurs seules suffisent à faire fuir les campeurs de la saison. Changement rapide de responsable, attribué à la bureaucratie. Les médias se calment après une semaine ou deux. Le nouveau responsable est très bon pour s'en occuper. Heureusement, sans nouveaux campeurs, et avec des heures d'ouverture encore plus courtes, nous pouvons avancer plus vite dans notre travail ici. J'ai toujours été un enfant gâté. Mes parents étaient riches et ont décidé de dépenser leur argent pour offrir une enfance incroyable à leur fils unique. J'avais tout. Ma salle de jeu était folle. Une énorme télé, des flippers et tous les jouets que l'on pouvait imaginer. C'était génial. Malgré tout ça, je n'étais pas un gosse pourri. Je peux le dire maintenant, après avoir bien réfléchi à mon enfance. J'adorais partager mon énorme collection de jouets avec mes amis. Je donnais des jouets, les invitais chez moi pour manger des pizzas et regarder des films, et j'étais plutôt généreux dans l'ensemble. Sur le papier, j'aurais dû être un snob gâté, mais pour une raison quelconque, je ne l'étais pas. Bonne gêne, je suppose. Pour mon 9e anniversaire, j'avais invité plein de mes amis chez moi. Mon père avait loué un énorme château gonflable pour nous et avait décoré notre jardin avec des accessoires de super-héros. J'étais en pleine période super-héros. Des tables étaient installées avec des boissons, des snacks, des amuse-gueules pour nous garder heureux jusqu'au dîner. Des ballons et des bannières étaient attachés à toutes les surfaces.
une manière pour mes parents de montrer à quel point j'étais aimé. De la musique jouait sur de grosses enceintes que mon père avait installées sur le patio arrière. Mes amis et moi courions partout et crions, en attendant notre tour dans le château gonflable. Mes grands-parents sont arrivés quelques heures après le début de la fête, avec un cadeau d'anniversaire. Ma grand-mère m'a dit qu'elle l'avait acheté dans une brocante. Elle m'a donné un énorme clown en plastique creux. Il ressemblait à ces jouets bizarres et bon marché des années 90, ceux qui étaient populaires pendant une semaine avant de disparaître des rayons. Le visage était blanc avec des cercles rouges autour des yeux peints. Un sourire était peint en rouge sur ses lèvres. Un sourire niais. Son nez était un énorme bulbe en plastique, ressemblant à une boule de chewing-gum géante. En tournant ce cadeau étrange entre mes mains, mon grand-père m'a tendu une couronne en plastique doré. Il m'a dit que cela faisait partie du jeu. Voyant mon air perplexe, ma grand-mère a ri et m'a expliqué de quoi il s'agissait. Elle m'a dit que je devais porter la tête de clown pendant que mes amis tentèrent de s'approcher pour me couronner. J'ai retourné la tête et vu des encoches crantées sur le dessus chauve, là où la couronne devait aller. Je trouvais ça assez nul, mais je ne voulais pas paraître impoli. J'ai donc mis la tête de clown en plastique. L'intérieur était dur contre mes tempes, et une fois en place, j'ai réalisé que je ne voyais plus rien. Une lumière rouge filtrait à travers le plastique, mais il manquait quelque chose d'important, des trous pour les yeux. Mon grand-père a rigolé en me voyant trébucher, les bras tendus pour éviter de cogner quelque chose. Je lui ai demandé pourquoi il n'y avait pas de trous pour les yeux et il m'a dit que ce serait trop facile de gagner le jeu. Je devais compter sur mes oreilles pour repousser mes amis. Il a dit que le jeu s'appelait « Couronne le clown ». Je commençais à comprendre les règles. C'était comme une version bizarre de l'âne qu'on doit attacher, mais avec un clown et une couronne. Mes amis s'étaient rassemblés pour me regarder, et bientôt ils riaient et m'appelaient. Ma grand-mère lança la couronne à l'un d'entre eux et le jeu commença. C'était étonnamment amusant. Le masque en plastique devenait chaud, mais ça ne me dérangeait pas. J'étais trop pris par le jeu à essayer d'éviter que mes amis me couronnent. Après 20 minutes, personne n'avait encore réussi à m'attraper, et je riais, trébuchant en essayant de ne rien cogner. Mon ami John m'appelait, et je ne savais pas s'il avait la couronne ou s'il essayait juste de me distraire. Il essayait de me distraire. Soudain, j'ai senti quelque chose se poser sur ma tête, suivi par une grande acclamation de mes amis. J'avais enfin été couronné. Souriant malgré ma défaite, j'ai essayé d'enlever la grosse tête en plastique, mais je n'y suis pas arrivé. L'ouverture du cou était soudain plus petite, serrée sous mon menton et mordant ma peau. J'ai tiré plus fort, essayant de ne pas paniquer. L'air à l'intérieur était déjà étouffant. J'ai entouré la base de la tête avec mes doigts et tiré de toutes mes forces. J'ai senti des bords rugueux me couper et j'ai immédiatement arrêté. J'entendais mes amis rire de moi. Je devais sûrement avoir l'air ridicule, mais à ce moment-là, je ne trouvais rien de drôle à cette situation. La sueur coulait dans mes yeux, me brûlant les paupières. Mon souffle me revenait contre les parois serrées de la tête, et la lumière rouge filtrée à travers la peinture des yeux me donnait le vertige et me désorientait. J'étais soudainement très conscient de la claustrophobie que cette tête de clown provoquait. J'ai appelé à l'aide, faisant de mon mieux pour que ma voix ne trahisse pas ma panique. Toujours en riant, l'un de mes amis est venu m'aider. J'ai senti ses mains autour de mes oreilles. Puis j'ai crié quand il a tiré vers le haut. Une douleur a explosé sur mon visage et je l'ai repoussé, haletant. Pourquoi ne pouvais-je pas enlever ce truc ? Il avait été si facile à mettre, glissant confortablement sur ma tête avec peu d'espace. Mais maintenant, tout se compressait autour de moi, l'ouverture collée à ma gorge. Je me suis rendu compte que mon nez était tordu contre le plastique, plié douloureusement sur la droite. J'ai alors compris ce qui se passait. La tête de clown rétrécissait. J'ai crié pour que quelqu'un aille chercher mon père, la sueur coulant sur mon visage. La tête puait, et la combinaison de ma respiration confinée et de la transpiration me faisait tourner la tête. Ma gorge était sèche, mais mes lèvres étaient couvertes de sueur. Je sentais la panique monter en moi, la tête serrant un peu plus. J'ai commencé à hurler pour appeler mon père. Mon champ de vision obscurci par la tête, je l'ai soudainement entendu devant moi.
Je sentis ses mains tracer la surface extérieure de ma prison. Sa voix, qui jusque-là était amusée, est rapidement passée à l'inquiétude, et cela m'a encore plus effrayé. Je me suis mis à tirer à nouveau sur la tête, criant à travers le dôme en plastique, expliquant qu'elle devenait de plus en plus serrée. Mon père entendit la panique dans ma voix, et je le sentis lutter inutilement pour retirer la source de mon agonie. Ses doigts traçaient maintenant l'ouverture comprimée au bas de la tête. Il essayait de glisser ses doigts entre le bord et ma peau, mais cela ne faisait que m'étrangler, ses jointures s'enfonçant dans ma gorge. La tête de clown serrait de plus en plus ma tête. Je respirais avec difficulté et je me suis effondré à genoux. La chaleur et le manque d'oxygène me donnaient des vertiges. Mon père criait à mes amis d'aller chercher quelque chose dans le cabanon, mais je n'entendais plus rien, concentré sur ma respiration. Ma tête battait alors que le plastique compressait mon crâne comme une grosse masse prête à exploser. J'entendais la voix inquiète de ma mère, une question aiguë à laquelle mon père ne répondait pas. Je sentais à nouveau ses doigts tenter de dégager la tête de clown de ma gorge. Il pouvait voir que je m'évanouissais. La panique fendit sa voix tandis qu'il criait à mes amis de se dépêcher. Ses doigts étaient de retour à mon cou, creusant désespérément pour me donner un peu de répit. Je me suis agenouillé devant lui, balançant légèrement et avalant l'air chaud et nauséabond. Soudain, mon père essaya d'enfoncer sa main plus loin, et j'ai senti mon réflexe nauséeux s'activer. Mon estomac se tordre, alors que je commençais à vomir dans l'espace confiné. Mon corps se contractait, et une autre vague est montée. J'ai essayé de la retenir, mais c'était comme essayer d'arrêter un train en marche. J'ai vomi dans le masque, le soda et les bretzels régurgités envahissant l'espace étroit. J'ai haleté, et l'odeur seule déclencha une autre vague, projetée sur mon visage. Le vomi chaud éclaboussait ma peau, remplissant mes oreilles sans nulle part où aller, piégé à l'intérieur de la tête avec moi. Je me noyais dedans, le niveau atteignant juste sous mes narines, une ligne visqueuse jaune sous mes yeux. Mon père m'entendit gargouiller à travers la tête et me coucha rapidement sur le dos, le vomi se déversant autour de mes oreilles, me laissant une poche d'air pour respirer. Je haletais, alors que l'air putride envahissait mes poumons, et je sentis le plastique se resserrer à nouveau. Une pression dure et humide qui commençait à obscurcir ma vision. Je sentais mes forces quitter peu à peu mon corps. Ma tête était enserrée, comme dans un étau, et je ne savais pas combien de temps je pourrais encore tenir. Soudain, mes amis revinrent avec l'objet que mon père avait demandé. Je l'entendis me donner des instructions, sa voix étouffée par le vomi dans mes oreilles. Il me tourna lentement sur le côté et je toussais et suffoquais contre le liquide qui se slurpait autour de moi. Mon nez semblait sur le point de se briser contre les parois de ma prison, mes oreilles brûlaient et la sueur recouvrait ma peau. Je sentis mon père glisser quelque chose de froid et de dur le long de mon cou, juste sous le bord de la tête. Je savais immédiatement ce que c'était. Un pied de biche. Je serrais les dents, les larmes coulant de mes yeux alors que mon père s'excusait, sa voix brisée par le désespoir. J'hurlais lorsque la pression fut appliquée, le pied de biche s'enfonçant dans les muscles de mon cou. À ma grande surprise, je sentis le masque céder légèrement, permettant à un peu de vomi de s'écouler. Soudain, la tête de clown se resserra à nouveau, comprimant mon crâne plus fort que jamais. Je me débattais au sol, hurlant de douleur, griffant l'herbe de toutes mes forces, tandis que la pression et l'obscurité envahissaient ma tête. Je sentis mon père ajuster le pied de biche. Mes amis, les mains moites, me maintenaient fermement au sol, tandis que ma tête était poussée sur le côté. Mon père était au-dessus de moi, la langue froide du pied de biche léchant mon cou. Il s'excusait sans cesse. Je savais que quelque chose de grave allait se passer. Mes muscles se contractèrent, alors que mon père enfonçait le pied de biche sous le bord de la tête, déchirant ma peau et provoquant une petite coupure. Il l'enfonça jusqu'à ce que je sente sa surface dure contre ma joue. Je me tendis, du sang chaud ruisselant sur mon cou et mes épaules. Mon père murmura à mon oreille de me préparer. Soudain, une pression énorme écrasa le côté de mon visage, et je me débattais violemment, mes mains arrachant des poignées d'herbe, alors que la douleur se répandait sur ma joue et mon cou comme des éclairs.
Le bord du pied de biche s'enfonça dans ma mâchoire, alors que mon père continuait d'appliquer de la pression. Un dernier effort pour enlever la tête de clown avant qu'elle ne me tue. Les larmes coulaient de mes yeux tandis que l'obscurité rougeâtre envahissait mon monde. Le vomi et la sueur recouvraient mon visage alors que j'essayais d'échapper à la douleur. Mes amis me tenaient fermement en place et j'entendis l'un d'eux pleurer. Mes dents se brisèrent les unes contre les autres et soudain, avec un bruit écœurant, ma mâchoire se brisa, me plongeant dans une douleur que je ne pensais pas possible. Ma langue était engourdie dans ma bouche et une molaire se détacha de mes gencives, roulant sur ma langue comme un bonbon ensanglanté. L'obscurité déferla sur moi, m'avalant complètement, mais juste avant de perdre conscience, je sentis un souffle d'air frais alors que la tête de clown se fissurait enfin et éclatait. J'ai entendu la voix tremblante de mon père me secouer, me serrant dans ses bras alors que sa voix s'éteignait dans le néant. Je me suis réveillé à l'hôpital quelques heures plus tard, le visage enveloppé et déformé autour d'un dispositif en plastique qui maintenait ma mâchoire en place. Je me sentais nauséeux et étourdi, une poche de perfusion goûtant lentement un soulagement dans mes veines. Ma mère et mon père étaient à mes côtés, les yeux rougis par l'inquiétude. Mes grands-parents étaient de l'autre côté du lit. Ma grand-mère pleurait. Soudain, mon père essaya d'enfoncer sa main plus loin, et j'ai senti mon réflexe nauséeux s'activer. Mon estomac se tordre, alors que je commençais à vomir dans l'espace confiné. Mon corps se contractait, et une autre vague est montée. J'ai essayé de la retenir, mais c'était comme essayer d'arrêter un train en marche. J'ai vomi dans le masque, le soda et les bretzels régurgités envahissant l'espace étroit. J'ai haleté, et l'odeur seule déclencha une autre vague, projetée sur mon visage. Le vomi chaud éclaboussait ma peau, remplissant mes oreilles sans nulle part où aller, piégé à l'intérieur de la tête avec moi. Je me noyais dedans, le niveau atteignant juste sous mes narines, une ligne visqueuse jaune sous mes yeux. Mon père m'entendit gargouiller à travers la tête et me coucha rapidement sur le dos, le vomi se déversant autour de mes oreilles, me laissant une poche d'air pour respirer. Je haletais, alors que l'air putride envahissait mes poumons, et je sentis le plastique se resserrer à nouveau. Une pression dure et humide qui commençait à obscurcir ma vision. Je sentais mes forces quitter peu à peu mon corps. Ma tête était enserrée, comme dans un étau, et je ne savais pas combien de temps je pourrais encore tenir. Soudain, mes amis revinrent avec l'objet que mon père avait demandé. Je l'entendis me donner des instructions, sa voix étouffée par le vomi dans mes oreilles. Il me tourna lentement sur le côté et je toussais et suffoquais contre le liquide qui se slurpait autour de moi. Mon nez semblait sur le point de se briser contre les parois de ma prison, mes oreilles brûlaient et la sueur recouvrait ma peau. Je sentis mon père glisser quelque chose de froid et de dur le long de mon cou, juste sous le bord de la tête. Je savais immédiatement ce que c'était, un pied de biche. Je serrais les dents, les larmes coulant de mes yeux alors que mon père s'excusait, sa voix brisée par le désespoir. J'hurlai lorsque la pression fut appliquée, le pied de biche s'enfonçant dans les muscles de mon cou. À ma grande surprise, je sentis le masque céder légèrement, permettant à un peu de vomi de s'écouler. Soudain, la tête de clown se resserra à nouveau, comprimant mon crâne plus fort que jamais. Je me débattais au sol, hurlant de douleur, griffant l'herbe de toutes mes forces, tandis que la pression et l'obscurité envahissaient ma tête. Je sentis mon père ajuster le pied de biche. Mes amis, les mains moites, me maintenaient fermement au sol, tandis que ma tête était poussée sur le côté. Mon père était au-dessus de moi, la langue froide du pied de biche léchant mon cou. Il s'excusait sans cesse. Je savais que quelque chose de grave allait se passer. Mes muscles se contractèrent, alors que mon père enfonçait le pied de biche sous le bord de la tête, déchirant ma peau et provoquant une petite coupure. Il l'enfonça jusqu'à ce que je sente sa surface dure contre ma joue. Je me tendis, du sang chaud ruisselant sur mon cou et mes épaules. Mon père murmura à mon oreille de me préparer. Soudain, une pression énorme écrasa le côté de mon visage, et je me débattais violemment, mes mains arrachant des poignées d'herbe, alors que la douleur se répandait sur ma joue et mon cou comme des éclairs.
Le bord du pied de biche s'enfonça dans ma mâchoire, alors que mon père continuait d'appliquer de la pression. Un dernier effort pour enlever la tête de clown avant qu'elle ne me tue. Les larmes coulaient de mes yeux tandis que l'obscurité rougeâtre envahissait mon monde. Le vomi et la sueur recouvraient mon visage alors que j'essayais d'échapper à la douleur. Mes amis me tenaient fermement en place et j'entendis l'un d'eux pleurer. Mes dents se brisèrent les unes contre les autres et soudain, avec un bruit écœurant, ma mâchoire se brisa, me plongeant dans une douleur que je ne pensais pas possible. Ma langue était engourdie dans ma bouche et une molaire se détacha de mes gencives, roulant sur ma langue comme un bonbon ensanglanté. L'obscurité déferla sur moi, m'avalant complètement, mais juste avant de perdre conscience, je sentis un souffle d'air frais alors que la tête de clown se fissurait enfin et éclatait. J'ai entendu la voix tremblante de mon père me secouer, me serrant dans ses bras alors que sa voix s'éteignait dans le néant. Je me suis réveillé à l'hôpital quelques heures plus tard, le visage enveloppé et déformé autour d'un dispositif en plastique qui maintenait ma mâchoire en place. Je me sentais nauséeux et étourdi, une poche de perfusion goûtant lentement un soulagement dans mes veines. Ma mère et mon père étaient à mes côtés, les yeux rougis par l'inquiétude. Mes grands-parents étaient de l'autre côté du lit. Ma grand-mère pleurait. Dès qu'ils virent que j'étais réveillé, ils commencèrent tous à s'excuser en même temps. Mon père pour ce qu'il avait dû faire, et mes grands-parents pour m'avoir exposé à une telle horreur. Leurs voix se mélangeaient, et je laissais mes yeux se refermer, les médicaments pompant dans mon corps me berçant dans un sommeil confortable. En repensant à ce jour, je peux encore sentir cette horrible tête de clown, son odeur, la façon dont la lumière filtrait à travers le plastique, le poids qui reposait sur mon crâne. Aujourd'hui, toutes ces années plus tard, maintenant que je me suis remis de cet événement, je ne peux m'empêcher de ressentir un amusement dégoûté. Vous voyez, ma mâchoire ne s'est jamais vraiment remise, et il y a une cicatrice tordue qui longe ma joue, là où le pied de biche m'a coupé. Ma mâchoire est constamment déformée en un sourire douloureux, combiné avec la cicatrice qui s'étire depuis mes lèvres. Certains diraient que je ressemble un peu à un clown. Ce que les gens redoutent généralement lorsqu'ils quittent le domicile familial pour vivre seuls, c'est souvent lié à l'appréhension de devoir gérer les responsabilités quotidiennes. Peut-être que c'est l'idée de devoir payer son loyer à temps ou de faire tout le ménage sans l'aide de maman. Ce sont les choses auxquelles je m'attendais, mais jamais je n'aurais pu prévoir ce qui allait se passer la semaine dernière. Nous avions enfin déménagé la dernière boîte dans ma nouvelle maison, une maison de plein pied avec 2 chambres, mais pour un célibataire comme moi, c'était un rêve devenu réalité. La maison était située en plein cœur d'un excellent quartier résidentiel, avec une allée pour 2 voitures et un jardin assez grand. Dès que j'ai vu ce jardin, la première chose à laquelle j'ai pensé était toutes les fêtes que j'allais y organiser. Je suis monté sur la terrasse et j'ai pris une bouffée d'air frais, en fermant les yeux pour imaginer les soirées interminables avec des amis, de l'alcool et bien sûr, des femmes. J'ai étendu mes bras et laissé échapper un soupir de soulagement, tout en balayant les environs du regard. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que la terrasse surélevée me donnait un bon point de vue pour observer les jardins de mes voisins. Puisque je n'avais pas encore rencontré officiellement aucun d'entre eux, j'ai tenté de deviner qui pourrait poser problème si mes fêtes devenaient trop bruyantes, et le risque d'appel au 911 devenait une dure réalité, n'est-ce pas? J'ai vu un jardin bien entretenu, un barbecue et un hamac. J'ai pensé qu'il devait s'agir d'un couple d'âge moyen. Espérons qu'il ne soit pas trop vieux et grincheux, me suis-je dit en tournant la tête vers mes voisins de gauche. C'est à ce moment que je l'ai vu. Sous un grand chêne décoré de guirlandes lumineuses de Noël se balançait ce qui semblait être un jeune garçon sur une balançoire. Super, me suis-je dit. J'imagine que son heure de coucher est bien plus tôt que celle où mes fêtes se termineront. Je continuais à regarder l'enfant, mais son dos était tourné vers moi. Il portait un sweat à capuche et des gants, ce qui m'a paru étrange puisque c'était l'été et qu'il faisait assez chaud dehors. J'ai laissé passer ça, et j'ai supposé que l'enfant était malade. Je suis rentré à l'intérieur et j'ai commencé à tout déballer. Avec l'aide de quelques amis,
Nous avons réussi à monter tous mes meubles, brancher mon système de divertissement et, en gros, rendre la maison fonctionnelle. Je viens d'envoyer le message. Les gars, préparez-vous à faire la fête ce soir, ai-je lancé en sautant du canapé après avoir terminé ma bière. Mes amis ont tous poussé des cris de joie et des séries de high-fives ont été échangées. À ce moment-là, le soleil commençait à se coucher. Plusieurs heures s'étaient écoulées depuis que nous avions tout d'abord emmené mes affaires. Mon ami Dan, déballant l'une des dernières boîtes, regardait par la fenêtre avec curiosité. « Tu as déjà rencontré tes voisins ? Peut-être qu'une jolie demoiselle va venir te demander du sucre, hein ?» me dit-il sur un ton sarcastique en se tournant vers moi avec un geste vulgaire. En souriant et en m'approchant, je lui ai répondu « Non, je ne pense pas avoir beaucoup de chance de ce côté-là. Ça a l'air d'être juste des familles normales. L'un d'eux a même un enfant. » En désignant la maison que j'avais vue plus tôt, mon visage a pris une expression de confusion et de surprise. Le garçon que j'avais vu se balancer plus tôt était toujours là. Il continuait à se balancer sous l'éclairage tamisé du petit arbre. C'est étrange. Cet enfant se balançait quand nous sommes arrivés tout à l'heure aussi, ai-je dit à Dan, qui regardait à peine son téléphone et a à peine reconnu ma remarque. Il a levé la main et marmonné. Ça doit être un gamin en éducation spécialisée ou quelque chose comme ça, avant de s'éloigner pour inviter d'autres personnes à la fête d'inauguration. Je me suis retourné vers le garçon sur la balançoire. Il n'avait pas pu se balancer tout ce temps, si. Ce soir-là, comme prévu, nous avons eu ma fête d'inauguration. C'était vraiment génial. J'ai accueilli mes amis et mes cousins à leur arrivée, en leur offrant tous la boisson de leur choix. Nous sommes restés dehors jusqu'à environ 3 ou 4 heures du matin, quand le temps s'est soudainement rafraîchi et qu'une petite pluie fine a commencé à tomber. J'aurais été prêt à rester dehors jusqu'à ce que cela passe, mais les filles ont toutes commencé à paniquer en prétendant que leurs cheveux allaient friser, et elles sont toutes rentrées en courant. Naturellement, les gars les ont suivies, utilisant des parapluies de fortune pour protéger les filles, et je me suis moqué de voir à quel point ils essayaient de séduire. J'en ai profité pour ramasser rapidement une partie des déchets accumulés avant de rentrer à l'intérieur. J'ai ramassé une poignée de canettes et de bouteilles avant de me retourner, et là, j'ai été figé de stupeur. J'imagine que nous avions tous été distraits par la musique et l'alcool pour ne pas le remarquer plus tôt, mais maintenant que tout le monde était à l'intérieur, je l'ai vu. Le garçon était toujours dehors sur sa balançoire. Il était toujours dans la même position et dans la même tenue que celle que j'avais vue toute la journée, dos tourné vers moi, portant le même sweat à capuche et les mêmes gants. Je suis resté là pendant un moment, perdu dans mes pensées, quand derrière moi j'ai entendu un grand « Salut, voisin ». J'ai sursauté et fait un rapide demi-tour, laissant tomber les déchets que je portais. « Oh, désolé mon vieux, je ne voulais pas te faire peur », a ri un vieil homme en pyjama et chaussons tendant la main pour que je la serre. « Oh, bonjour monsieur », ai-je dit en m'éclaircissant la gorge avant de lui serrer la main, essayant de reprendre mes esprits. Il a souri et a commencé à tripoter ses mains. Je déteste être ce genre de personne, surtout que tu viens juste d'emménager et tout, mais tu penses que vous pourriez baisser un peu la musique ? Ma femme et moi avons le sommeil léger et, à notre âge, nous avons tendance à nous lever tôt, a-t-il dit timidement. J'ai souri et ri, en mettant une main sur mon visage, embarrassé. Oh là là, je suis désolé, monsieur. Les choses ont un peu dérapé. Je ne pensais pas que les gens resteraient aussi longtemps. Je me sentais vraiment mal. Je m'attendais presque à ce que l'homme sorte en hurlant, nous demandant de baisser le son sous peine d'appeler la police. Son attitude douce était rafraîchissante et j'étais plus qu'heureux de m'exécuter. J'ai ri et répondu « Je vais aller dire à tout le monde de rester à l'intérieur et de baisser d'un cran. Au fait, je m'appelle Pierre. » Je lui ai serré la main. « Enchanté, Peter. Moi, c'est Paul. » dit-il avec un sourire. Son regard s'est alors dirigé derrière moi, vers le garçon sur la balançoire. « Je suppose que tu as remarqué le gamin endormi, non ?» m'a demandé Paul en se frottant les mains pour les réchauffer. « Oui », ai-je répondu en me retournant pour lui faire face. « C'est quoi son histoire ?» Il a passé toute la journée sur cette balançoire. Paul haussa les épaules. « Pas sûr. Personne ne connaît vraiment son histoire. Il se balance encore et encore jusqu'à ce que... » Paul s'arrêta, les yeux écarquillés. « Attends. Oui, ça arrive. Regarde.
Je me suis retourné et j'ai vu que le garçon avait arrêté de se balancer. Il restait complètement immobile pendant un moment, avant de lentement se lever du siège en caoutchouc de la balançoire. Puis, il s'est mis à trembler violemment, tombant à genoux et grattant la terre en dessous de lui. Même d'où nous étions, nous avons pu entendre ses cris rapides et ses gargouillements. Je me suis inquiété. Le garçon allait-il bien? Il semblait faire une crise d'asthme ou une crise d'épilepsie. J'ai commencé à courir vers le garçon pour l'aider, mais je me suis arrêté après quelques pas. Sa mère était sortie en courant. J'ai regardé cette scène, totalement sobre, à cause de l'adrénaline qui traversait mon corps. Ce n'était pas une vision agréable. C'était une femme frêle, décharnée, avec une tignasse grise et noueuse. Sa peau était pâle et ses yeux avaient de larges cernes, comme si elle n'avait pas dormi ou mangé correctement depuis des lustres. Madame Langer s'est précipitée avec un petit flacon orange, le genre que l'on reçoit d'un pharmacien. Lorsqu'elle a atteint son fils, elle s'est agenouillée et a versé plusieurs pilules blanches dans sa main. Avant même qu'elle ait pu lui offrir les pilules, il avait saisi son bras et enfoncé son visage dans sa paume, inhalant les pilules. Madame Langer s'est reculée, se frottant le poignet, visiblement blessée par son fils. Cela ne m'a pas vraiment surpris vu la maigreur de la femme. Paul et moi avons observé la scène intensément sans dire un mot. Après un moment ou deux, le garçon s'est simplement relevé, s'est rassis sur la balançoire et a repris son activité. Madame Langer a ramassé le flacon maintenant vide et est retournée à l'intérieur, en serrant toujours son poignet. Paul et moi étions bouleversés. Nous n'avions aucune idée de ce que nous venions de voir. Eh bien, j'ai déjà vu le gamin faire une crise avant, mais jamais aussi violente. Je parie que sa condition s'aggrave. Pauvre gosse, dit Paul en se grattant l'arrière de la tête. Qu'est-ce qu'il a exactement? Ai-je demandé, toujours rivé sur l'enfant. Comme je l'ai dit, je ne sais pas. Personne ici ne sait, répondit Paul en se retournant et en se dirigeant vers sa porte. De toute façon, ma femme doit s'inquiéter. Passe une bonne nuit, Peter. J'ai soupiré, essayant de remettre mes idées en ordre. Ravi de t'avoir rencontré, Paul. Nous nous sommes échangés un dernier salut avant de rentrer chacun chez nous. La fête était en train de se terminer lorsque je suis entré, et j'en étais soulagé. Ce que je venais de voir m'avait vidé de toute énergie. Le lendemain matin, je me sentais vraiment mal. Les vagues d'alcool que j'avais consommées la veille m'avaient enfin rattrapé. Ma tête battait et j'étais terriblement déshydraté. Je me suis levé et cette sensation aride dans ma bouche et ma gorge a rapidement été remplacée par des nausées. J'ai couru vers la salle de bain et me suis effondré à genoux, m'accrochant à la cuvette des toilettes comme si ma vie en dépendait. Au moins, je n'avais pas à travailler ce jour-là, me suis-je dit. J'avais stratégiquement laissé une boisson énergisante dans la salle de bain la veille en prévision de ma gueule de bois, et je l'ai engloutie en quelques gorgées. Ce n'était pas une sensation nouvelle pour moi et je savais à quoi m'attendre. Après quelques minutes, j'ai vomi et me suis immédiatement senti mieux, mais pas assez pour être productif. Je me suis mentalement préparé à une journée de films, de jeux vidéo et de malbouffe. Quelques heures plus tard, alors que je me vautrais dans cet état végétatif, j'ai entendu le facteur déposer du courrier à ma porte. N'étant pas d'humeur à bouger du canapé, je l'ai ignoré et continué à regarder la série de zombies dont tout le monde parlait. Ce n'était probablement pas la meilleure idée de regarder autant de scènes grotesques, alors que mon estomac menait sa propre guerre intérieure. Mais j'ai fait l'effort et poursuivi le visionnage. Plusieurs épisodes plus tard, je me suis traîné jusqu'à la cuisine et j'ai mis un énorme plateau repas au micro-ondes. Pendant qu'il chauffait, je me suis dit que je pourrais ramasser le courrier d'un peu plus tôt. J'ai déverrouillé la porte et laissé entrer une bouffée d'air frais bien méritée. Je me suis posté à l'entrée et ai ramassé le contenu de ma boîte aux lettres, triant le courrier indésirable et les factures, jusqu'à ce que je voie que j'avais reçu un colis. Sans vraiment examiner la boîte, je l'ai apportée à l'intérieur et j'ai coupé le ruban adhésif. Je l'ai ouverte pour découvrir un petit flacon orange, comme celui que j'avais vu ma voisine tenir la nuit précédente. J'étais perplexe et j'ai cherché l'étiquette de livraison sur la boîte. Le facteur l'avait livré à la mauvaise adresse. Agacé, j'ai laissé échapper un grand soupir. Je n'avais aucune envie de m'habiller et de quitter la maison, encore moins de rencontrer mes nouveaux voisins de manière maladroite,
pour leur dire que j'avais les pilules pour leur enfant étrange. J'ai regardé par la fenêtre et vu que le garçon se balançait toujours, comme d'habitude. Le micro-ondes a sonné, signalant que mon repas était prêt. D'un dernier coup d'œil à l'enfant, je me suis dit que les pilules pouvaient attendre, puisqu'il en avait déjà avalé plusieurs la nuit précédente. J'ai jeté le flacon de pilules sur le côté et me suis dirigé vers la cuisine. Après avoir mangé, je me suis senti fatigué et je me suis endormi sur le canapé. Je me suis réveillé au son du bruit venant de l'extérieur de ma maison. Le bip répétitif d'un gros véhicule en marche arrière résonnait dans ma tête. La nuit était tombée et ma maison était plongée dans une obscurité presque totale. La seule lumière provenait de la télévision en veille et du tourbillon de lumières rouges et bleues qui illuminait mes fenêtres. La scène à laquelle je me suis réveillé semblait presque surréaliste, et pendant un instant, j'ai pensé que je rêvais. Je me suis levé et me suis approché de la fenêtre. Une foule s'était rassemblée sur ma pelouse, faisant face à une ambulance garée dans l'allée des Langères. J'ai enfilé une veste légère pour cacher mon t-shirt, probablement taché et sentant mauvais, que j'avais porté toute la journée. Parmi la foule se trouvait Paul, accompagné de plusieurs autres personnes, que je présumais être des habitants du quartier. « Hé, Paul !» ai-je crié en m'éclaircissant la gorge. « Qu'est-ce qui se passe ?» Les yeux toujours rivés sur la scène à côté, il a répondu « Eh bien, on n'est pas sûr, mais on pense qu'il est arrivé quelque chose à quelqu'un dans la maison. » Monsieur Langer parle à un des secouristes et il a l'air paniqué. J'ai vu l'homme dont Paul parlait. Comme sa femme, Monsieur Langer avait l'air épuisé et affaibli. Il portait un débardeur qui révélait sa maigreur. Ses côtes saillaient sous sa peau pâle et tendue. Il marchait nerveusement, se couvrant les yeux et marmonnant des choses pour lui-même. J'étais encore en train de l'observer lorsque la foule autour de moi s'est mise à crier de panique. Je me suis tourné vers la porte des Langères et mon sang s'est glacé. 2 policiers sont sortis de la maison, suivis d'un secouriste poussant une civière. Sur le dessus de la civière, le corps ensanglanté de Madame Langère, apparemment sans vie. De l'endroit où nous nous tenions, nous pouvions voir ses poignets pâles et meurtris pendre sur les côtés, le sang coulant le long de ses doigts. Elle a commencé à convulser, sa tête se balançant, tandis que le secouriste lui appuyait un masque à oxygène sur le visage avant de la hisser dans l'ambulance. Je me suis tourné vers Paul, qui s'était mis sur la pointe des pieds pour voir par-dessus la foule. Un des policiers s'est alors rapproché de notre groupe, désormais en panique, ordonnant aux gens de se disperser et de rentrer chez eux. Tout le monde a commencé à bombarder l'officier de questions, lui demandant ce qui s'était passé et s'ils étaient en sécurité. Vous n'avez rien à craindre. Il semble qu'un groupe de coyotes ait attaqué Madame Langer dans son jardin. Nous avons localisé et neutralisé les animaux, répondit l'officier en évitant de croiser le regard de quiconque. Il était clair qu'il mentait. J'ai levé la main au-dessus de la foule. Et le garçon? Est-ce qu'il a été blessé? L'officier m'a lancé un regard irrité et a annoncé, hésitant, il n'était pas près du lieu de l'attaque. Nous pensons qu'il a eu peur et qu'il s'est enfui pour se mettre en sécurité. Nous sommes en train de le chercher. Si quelqu'un le voit, appelez immédiatement le 911. Sur ce, l'officier a tourné le dos à la foule mécontente et s'est précipité vers sa voiture de police. Je me suis retourné vers Paul qui avait l'air consterné. Il m'a lancé un sourire apathique avant de me taper dans le dos et de rentrer chez lui. Je suis resté là un moment après que la foule se soit lentement dispersée. Était-ce ma faute? Avait-ce quelque chose à voir avec les pilules? J'ai rapidement repoussé ces pensées paranoïaques qui envahissaient mon esprit et je suis retourné chez moi. J'ai refermé la porte d'entrée que j'avais laissée ouverte négligemment et je me suis effondré, les mains autour de ma tête. Une vague d'émotions me submergeait alors que je réfléchissais à la suite. Je savais que je devais me débarrasser des pilules dans ma maison. Bien que les chances soient faibles, je ne voulais pas être blâmé pour ne pas avoir rendu les pilules plus tôt. Je savais que j'avais commis au moins un crime fédéral en ouvrant, sans le savoir, le courrier de quelqu'un d'autre. Je décidai donc de placer anonymement la boîte de pilules dans la boîte aux lettres des Langères, puis de revenir en courant à l'intérieur. J'ai pris les pilules sur mon canapé et jeté un coup d'œil par la fenêtre arrière.
Les lumières de Noël dans le chêne brillaient plus que jamais, illuminant la scène macabre juste en dessous. Du sang et des vêtements déchirés jonchaient le sol. C'est là que je les ai vus. Les gants et le sweat à capuche du garçon gisaient parmi les débris. Mon cœur s'est serré. J'étais certain que le garçon était mort, ou au moins gravement blessé. Les larmes ont commencé à remplir mes yeux, alors que je frappais des poings contre le rebord de la fenêtre. Le bruit soudain résonna dans toute la maison. Je n'avais pas fait un bruit depuis mon retour, et ce contraste sonore fit paraître le silence honteux, qui suivit encore plus pesant. C'est alors que je l'ai entendu. Un gémissement sourd et terrifiant venant de ma chambre. Je me suis figé, à peine respirant, à l'écoute d'un autre bruit. À mon grand désarroi, le gargouillement grotesque résonna à nouveau, plus fort cette fois, presque comme un grognement. Toutes les lumières de ma maison étaient encore éteintes, à l'exception de la faible lueur qui provenait de la télévision en veille. Mon corps refusait de bouger, malgré le désir de mon esprit de fuir. Mon instinct prit le dessus alors que mes yeux s'adaptaient à l'obscurité. Face à cette réalité de survie, je savais que j'allais choisir de fuir. J'ai sorti mon téléphone et tâtonné pour activer l'application lampe torche, tout en me dirigeant lentement vers la porte arrière. Mes yeux restaient fixés sur le court couloir qui reliait la pièce principale de la maison à ma chambre. C'est là que je l'ai vu. Une petite créature commençait à ramper hors du couloir. Je distinguais à peine ses traits, mais cela ressemblait à un être humain, marchant à quatre pattes. Ses mouvements étaient étranges et maladroits. Ses membres se déplaçaient de manière désordonnée, sa tête tournée vers le sol. J'entendis à nouveau le même gargouillement effrayant, et je réalisai qu'il reniflait le sol. Ce qui se passa ensuite continue de me hanter. L'application lampe torche que j'avais ouverte s'alluma enfin, et son faisceau perça l'obscurité pour éclairer la créature monstrueuse. Je me sentis immédiatement malade. Vous connaissez cette sensation, au milieu d'un cauchemar, lorsque vous commencez à soupçonner que ce n'est pas la réalité et que vous suppliez de vous réveiller? Ce sentiment désespéré de terreur envahit chaque fibre de mon être. Devant moi se tenait le garçon langeur, dépouillé de toutes les couches de vêtements qu'il portait habituellement. Pour la première fois, je le voyais tel qu'il était vraiment. Ce n'était pas un enfant normal. Sa peau était abîmée, usée, parsemée de rides et de cicatrices. Il leva lentement la tête vers la lumière. Nos yeux se rencontrèrent. Le pire était dans ses yeux. Aussi intenses que soient les cernes autour des yeux de sa mère, elles ne pouvaient pas rivaliser avec celles du garçon. Le noir autour de ses pupilles ne faisait que souligner leurs dilatations anormales et la couleur étrange de ses iris. J'étais comme pétrifié. Mon corps refusait de bouger. Tout mon être était paralysé tandis que je regardais la scène se dérouler. Lentement, le garçon tourna son corps dans ma direction et se mit à ramper vers moi, de plus en plus près. Il laissait des empreintes sanglantes à chaque endroit où ses mains touchaient le plancher en bois. Il ne fallut pas longtemps avant qu'il soit à moins d'1 mètre de moi, ce qui semblait durer une éternité. Aucun de nous ne bougeait. Mon esprit était tordu de panique, et je pensais que j'allais m'évanouir avant même d'en avoir l'occasion. Le garçon se leva de sa posture animale. Il se tenait maintenant debout, les bras ballants sur ses côtés. Ses yeux percèrent les miens. Je continuais à le fixer, toujours paralysé de peur. Puis, lentement, son attention se détourna de mes yeux pour se poser sur ma main, celle qui tenait toujours le flacon de pilule. Dès qu'il réalisa ce que je tenais, il brisa le silence en émettant un cri démoniaque, semblable à celui d'une banshee. Seule sa bouche bougeait, sa mâchoire s'abaissant anormalement. Ce cri me tira de ma transe et je tombai au sol, toujours face au garçon. Il s'accroupit, mettant son visage à hauteur du mien. Sa bouche restait grande ouverte, dévoilant ses dents tordues et effilées. Les petites lames étaient encore maculées de ce qui ressemblait à des lambeaux de chair, probablement celles de sa mère. Il étendit son bras vers moi, dévoilant sa main ensanglantée. Je compris immédiatement ce qu'il voulait. Ma voix tremblait. « Tu veux tes pilules, c'est ça ?» Il continua de me fixer, imperturbable. Avec des mains tremblantes,
J'ouvris le petit flacon orange et versai plusieurs pilules dans la paume de l'enfant. Pendant ce qui sembla être un moment interminable, il ne bougea pas. Je n'avais jamais vu le temps passer aussi lentement. Tout ce que je souhaitais, c'était qu'il s'en aille. Finalement, la bouche du garçon se referma, s'étirant en un léger sourire. Il se tourna et se dirigea vers la porte arrière. Il me jeta un dernier regard, avant d'avaler toutes les pilules d'un coup, dans un bruit audible. Puis il poussa la porte et retourna vers son sanctuaire. Je le regardais prendre place sur sa balançoire et recommencer à se balancer d'avant en arrière, comme si de rien n'était. J'ai réussi à fermer ma porte arrière avant de m'effondrer par terre. Cela fait 1 semaine que cette nuit s'est produite et j'ai rendu les pilules comme prévu. Madame Langer est toujours dans un état critique et son mari a pris le relais pour donner les mystérieuses pilules à leur fils chaque fois qu'il en a besoin. Personne ne m'a jamais posé de questions sur ce qui s'est passé cette nuit-là. Je n'ai rien signalé. Je prévois de déménager bientôt, peut-être dans un appartement en ville, où il n'y a ni jardin ni balançoire. Les cauchemars et la peur de cette nuit continuent de me hanter. Mon jardin, toujours en désordre après la fête, reste intact. Je n'ai pas osé y retourner pour nettoyer. Depuis cette nuit effrayante, le garçon veille à se balancer face à ma maison. À chaque fois que je jette un coup d'œil par la fenêtre, je vois ses yeux hantés fixer les miens, tandis qu'il arbore ce sourire horrible. La dernière fois que j'ai vu le garçon, son père sortait lui donner une autre dose de médicaments. Monsieur Langer n'en avait presque plus. Cela fait maintenant 3 longues nuits. Je regarde par la fenêtre et je vois ce que je m'attendais à voir, une balançoire vide.